Alors, nous nous retrouvons pour toujours aborder le problème des limites de la connaissance et pour terminer le grand 1 sur le rapport entre la connaissance et l'expérience. Mon but, je le rappelle, c'est de montrer qu'en fait notre connaissance ne se limite pas à l'expérience. Nous avons l'impression, comme dit Kant, nous avons l'impression que toutes nos connaissances viennent de l'expérience, mais en réalité, nos connaissances ont besoin de tout un tas de concepts qui ne sont pas empiriques, qui ne viennent pas, qui ne dérivent pas de l'expérience. Alors, pour établir cela, nous allons parler de Kant, puisque c'est vraiment le problème qui guide tout le début de la critique de la raison pure. Mais en fait, je pourrais le résumer encore plus simplement, juste en disant un mot de trait d'esprit génial de Leibniz, qui répond à Locke. Vous savez que Locke donc a écrit cet énorme pavé qui s'appelle l'essai philosophique, voilà, sur l'entendement humain. Et Leibniz, lui, comme j'ai dit tout à l'heure, Leibniz qui lui est un innéiste, hein, il considère qu'il y a des idées innées. Leibniz n'est pas du tout d'accord, et en fait il entreprend de démonter tout ce bouquin, qui est absolument énorme, dans un livre qui s'appelle Les Nouveaux Essais sur l'entendement. Un nouveau essai sur l'entendement humain, donc qui est une réponse en fait terme à tous les arguments de Leibniz. Alors, une petite histoire quand même veut que John Locke, le malheureux, va mourir en fait dans les dernières semaines où Leibniz écrit son manuscrit. C'est-à-dire en 1704, Locke meurt, alors que Leibniz est en train de boucler son bouquin, et donc Leibniz demeure avec ce manuscrit sur les mains, dont il ne sait plus que faire, parce qu'il ne peut pas le publier. Je veux dire, on ne tire pas sur un cadavre, le type vient de mourir, il est encore chaud, on ne peut pas immédiatement sortir un bouquin après qu'il vient de mourir, c'est vraiment une forme un peu d'infamie ou de lâcheté. Donc en fait, Leibniz range son bouquin dans un tiroir, et on le retrouvera que 50 ans plus tard, je crois qu'il sera publié vraiment même encore plus longtemps, après la mort de Locke et après même la mort de Leibniz. Bon, bref, destin étrange de ce livre génial. Alors, dans la préface des Nouveaux Essais, donc vous savez, la réponse de Leibniz à Locke, dans la préface des Nouveaux Essais, Leibniz a une sorte de trait d'esprit formidable. Il reprend en fait la formule, si vous voulez, à laquelle on peut résumer l'empirisme de Locke, hein, à savoir que toutes nos connaissances viennent des sens. C'est pas une citation de Locke, en fait, c'était une sorte de citation latine qui courait dans les débats universitaires au Moyen Âge, hein. Et Leibniz répond à cette citation, à cette maxime, toutes nos connaissances viennent des sens. Il répond en disant tout simplement, tout ce qui est dans notre esprit vient des sens, hein. Et Leibniz répond, bah oui, sauf notre esprit, hein. Tout ce qui est dans notre esprit vient des sens, sauf notre esprit. C'est-à-dire que, en fait, il y a, ce que veut dire, je crois, au fond, cette citation, ce trait d'esprit, cette boutade, c'est que il y a dans notre esprit des structures qui sont absolument pas dépendantes de l'expérience, qui ne dérivent absolument pas de l'expérience, hein. Et c'est exactement ce genre de structure que Kant va essayer de décrire avec vraiment une précision, un soin, un détail conceptuel absolument admirable. Alors, voilà, c'est le thème du petit 3, le rôle des concepts a priori. Bon, alors, ce que je veux vous montrer, c'est que si vous voulez, il y a tout un tas de concepts a priori qui sont mis en jeu dans nos perceptions. Alors, par exemple, alors a priori, qu'est-ce que ça veut dire a priori? On l'a déjà vu un petit peu dans l'introduction. A priori, ça veut dire des concepts qui ne dépendent pas de l'expérience. Je vais prendre des exemples très simples. L'exemple causalité, l'exemple de la notion de cause, hein. La notion de cause ne vient pas de l'expérience, les causes ne sont pas lisibles dans l'expérience, c'est pour ça que c'est très compliqué de faire de la science, parce qu'il s'agit dans les sciences de trouver des causes qui n'apparaissent pas telles quelles dans l'expérience. Je vais prendre un exemple, enfin deux exemples assez... Non, un exemple qui est pas très marrant, le second il est un peu plus. Des exemples empruntés à la nosologie. La nosologie, c'est la description des maladies, hein, en grec nosos. Bon, et la nosologie, c'est une science, c'est une partie de la médecine, si vous voulez, qui a beaucoup évolué à travers les époques, parce que pendant longtemps, il y a eu des tas de maladies qui affectaient les humains et
dont on connaissait absolument pas l'origine. Bon, je prends un exemple ultra simple, c'est pas le froid qui fait que vous allez vous enrhumer. Hein, les gens qui vivent au Groenland où il fait, je sais pas, -40 toute l'année, ils n'ont jamais le rhume parce que en fait à -40, il y a aucun microbe qui survit. Et donc en fait, on a l'impression que c'est d'avoir froid qui va nous rendre malade, alors que non, c'est pas d'avoir froid qui va nous rendre malade. Simplement, le fait d'avoir froid, d'être un peu affaibli, si vous voulez, fait que notre corps va pas réussir à se défendre contre une agression microbienne ou virale. Bon, donc voilà typiquement un exemple d'affection, enfin de maladie sur lequel, enfin sur la cause duquel on s'est souvent trompé. On peut dire la même chose avec la peste. Pendant longtemps, on a cru que la peste était transmise par le contact direct, et en fait absolument pas. Si vous avez un ami pestiféré, faut pas hésiter à lui serrer la main, lui faire des checks, etc. Ça ne se transmet pas par le contact, ça se transmet en fait par des tiques, hein, des tiques qui sont véhiculées par les rats. Ainsi de suite, en fait, en fait, la cause d'une maladie n'apparaît jamais comme ça aussi explicitement. Un exemple dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'exemple de Semmelweis. Semmelweis, c'est vraiment un personnage étonnant. C'est un Suisse, je sais plus son nom de famille, son prénom, pardon. Semmelweis, je me trompe. Ah, je sais plus, là j'ai un doute. Bon, je ne sais plus. Samuel Semmelweis, je ne sais plus. Qui est en fait un peu l'inventeur de l'asepsie, hein, c'est-à-dire des précautions prises pour éviter la transmission des virus, des microbes, etc. À la fin du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, je sais non, fin du 19e siècle, hein, ou début du 20e, bon, je sais plus très bien. Il a découvert en fait le mécanisme de propagation des microbes, des virus, des bactéries. Mais on se dit, mais comment c'est possible qu'on n'ait pas su ça plus tôt? Semmelweis était professeur de médecine et en fait il conduisait ses étudiants pour leur faire étudier tout un tas de cas intéressants. Et en fait dans la tournée des étudiants on passait d'abord par la morgue où on disséquait des cadavres, on examinait des gens morts et puis après on allait visiter devinez quoi, le département des accouchements, enfin la maternité en fait si vous voulez de l'hôpital de Berne, je crois, je ne sais plus, enfin en Suisse en tout cas. Et ce qui est absolument hallucinant, c'est que les médecins ne se lavaient pas les mains entre les deux. Pourquoi faire? Ça sert à quoi de se laver les mains? Et donc en fait, il y avait dans cet hôpital des taux de mortalité infantile et de mortalité des parturientes qui étaient absolument ahurissants. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de morts que dans tous les autres hôpitaux, hein, de mortes. Il y avait comme ça beaucoup de femmes qui étaient atteintes de la fièvre puerpérale, hein, c'est-à-dire la fièvre pardon, qui affecte les femmes qui viennent d'accoucher et qui voilà peut les emporter très rapidement. Et alors en fait, voilà, personne ne se doutait que c'était peut-être tout simplement dû à l'ordre de visite des étudiants en médecine qui passaient d'abord par la morgue, qui trituraient des cadavres et qui ensuite allaient examiner les femmes qui venaient d'accoucher. Et vous voyez, en fait, c'est pas parce que c'était des monstres ou parce que ces médecins, non, c'était parce que vraiment la cause n'apparaît pas, la causalité n'est pas lisible dans l'expérience. Hein. Alors l'autre exemple qui est plus voilà plaisant, celui-ci quand même ultra sordide. C'est l'exemple des Mélanésiens des îles Trobriand, ça j'en ai déjà parlé. C'est ce que rapporte, comment il s'appelle, cet ethnologue polonais dont le nom m'échappe présentement. Dans les Argonautes du Pacifique. Ah, ça m'échappe, bon, peu importe. Il raconte comment ces braves gens des îles Trobriand, alors les îles Trobriand, c'est vers l'île de la Sonde, je crois, dans le Pacifique. Ces braves gens n'avaient donc jamais fait le rapport, en fait, entre la sexualité et la reproduction. Et ils n'avaient pas compris qu'il y avait un rapport entre l'acte sexuel et le fait que des enfants naissent. C'est-à-dire que ils imaginaient que les femmes étaient enceintes comme ça de temps en temps, quoi. C'est un cycle naturel, c'est comme la lune, hein, en fait, si vous voulez, qui grandit, etc. Et puis, ils n'avaient pas du tout fait le rapprochement avec la sexualité. Mais c'est vrai qu'après tout, c'est quand même deux événements séparés par, enfin, dans l'année entre l'accouplement et la reproduction et la naissance. Bon, deux événements séparés par un certain temps quand même. Et donc, en fait, ils n'avaient jamais fait
rapprochement entre les deux. Bon, autrement dit, vous voyez, la causalité, c'est pas du tout un truc évident, c'est pas quelque chose qui apparaît dans l'expérience, loin de là. Et c'est la même chose avec la notion d'unité ou la notion de substance. Dans mes exemples là sur le café ou sur la cire, hein, en fait, ce qui est en jeu, c'est la notion de substance ou la notion d'unité. C'est-à-dire qu'en fait, on a là un certain nombre de propriétés de l'objet qui nous apparaissent comme unies, comme renvoyant à un seul et même être. Hein, un seul et même être qui subsiste au cours du temps, ça c'est la notion de substance. Hein, dans le cas comment ça s'appelle, du morceau de cire, on a bien la certitude que c'est la même entité, le même être, le même objet qui est demeuré à travers le temps. On a bien la certitude que c'est la même substance, autrement dit, hein, mais cela n'apparaît pas dans l'expérience. C'est-à-dire que c'est pas l'expérience qui me l'apprend, c'est mon entendement qui projette cette notion de substance sur la chose. C'est moi qui juge que c'est bien le même objet. Hein, de même que par rapport à la tasse de café, je juge que c'est bien un seul et même objet, hein, sous diverses apparences, sous l'aspect visuel, tactile, etc., etc. Bon, donc vous voyez, en fait, ces notions-là, ce sont des notions a priori. Ce ne sont pas des concepts qui dérivent de l'expérience, ce sont des concepts qui sont dans notre entendement et que nous appliquons, en fait, sans même nous en rendre compte. Aux objets qui nous entourent, je dis sans même nous en rendre compte, ça ne doit pas vous étonner, il y a plein d'opérations mentales que nous faisons sans même nous en rendre compte, comme par exemple, oui, quand je suis en train de parler, je vous raconte plein de trucs, mais je suis pas du tout en train de réfléchir aux règles de grammaire que j'applique, pourtant je les applique vraiment, hein, elles structurent complètement mon langage, et bien de même, vous voyez qu'il y a des catégories grammaticales qui sous-tendent en fait hein, le discours courant, dans la vie de tous les jours, notre usage familier du langage, et bien de la même façon, il y a des tas de catégories de l'entendement qui sous-tendent, qui structurent, qui organisent notre perception sans même que nous nous en rendions compte. C'est ça l'idée de Kant. Hein. Et la fonction de ces concepts, du concept de causalité, du concept d'unité, du concept de substance, c'est donc d'articuler le divers de l'expérience, c'est-à-dire de construire le monde, de construire la représentation du monde. Hein. C'est bien mon entendement qui construit la représentation du monde. Alors, justement, venons-en la représentation pure de l'entendement, hein, ce sont ces représentations pures, ces concepts purs, autrement dit ces catégories, tout ça c'est équivalent, hein, catégorie, représentation pure ou concept pur de l'entendement, ce sont des termes à peu près équivalents dans la langue de Kant, hein, qui permettent la perception. Alors je vais en donner deux exemples qui sont ultra connus, qu'il faut connaître. C'est le rôle de l'espace et du temps. Alors typiquement, l'espace et le temps sont des représentations a priori. C'est pas des concepts. Là, ici, il y a une petite différence. Représentation a priori et concept a priori, c'est pas exactement la même chose. Bon, passons sur ce détail, c'est pas ça qui est important ici aujourd'hui. Ce sont des représentations a priori, c'est-à-dire qu'on peut pas les avoir dérivées de l'expérience. Tout simplement, prenons l'exemple de l'espace. Pour faire une expérience, n'importe quelle expérience, pour avoir la sensation, je sais pas, d'un objet extérieur, du soleil, ou je sais pas, le livre sur lequel je pose ma main, il faut bien que je me dise que ces objets-là sont à l'extérieur de moi. Pour en avoir une expérience, il faut bien que, si vous voulez, intuitivement, il soit sous-entendu, il soit évident que ces objets-là ne sont pas moi-même, qu'ils sont étrangers, qu'ils sont extérieurs à moi-même. Ça veut dire qu'en fait, il faut, n'est-ce pas, avoir déjà une certaine idée de l'espace pour avoir la notion de l'extérieur, pour comprendre ce que c'est que moi et puis un objet différent de moi. Hein. Et bien ça, c'est la notion de l'espace. Cette notion de l'espace, elle n'est pas empirique. C'est-à-dire, ou pour le dire autrement, si vous voulez, que quand je suis en B502, et que je réfléchis à ce qui se passe en B506, hein, je dois bien supposer qu'il y a quelque chose entre les deux, c'est-à-dire que l'espace est continu, si vous voulez, entre les deux, même si je n'ai jamais mis les pieds en B504. Je n'ai pas besoin de mettre les pieds en B504 pour comprendre qu'il y a bien quelque chose entre la B502 et la B506. Hein. C'est-à-dire qu'ici, il y a une certitude absolue, une certitude a priori, en fait, comme en mathématiques, c'est une certitude bien plus forte que n'importe quelle certitude empirique, hein, qui m'apprend plutôt, hein, qui m'apprend que l'espace est continu, qu'il n'y a pas un néant, qu'il n'y a pas un vide total entre les deux salles. Hein. Ou bien quand je vois, je sais pas, un objet, là, devant moi, j'ai un coffre qui est là, eh bien, je ne vois pas ce qui est derrière, mais comme avec le cube, mais je suis certain qu'il y a bien de l'espace derrière. J'ai là une certitude absolue, il est impossible d'en douter. Hein. Je peux pas imaginer qu'il y ait un néant
derrière ce coffre, hein, que me cacherait la vue de ce coffre. Par conséquent, en fait, il y a une certitude de la continuité de l'espace qui n'est pas une certitude empirique, hein, qui est une certitude a priori, une certitude en fait bien plus forte que les certitudes empiriques. Même chose avec le temps. Ce sont donc des formes a priori de la perception, c'est-à-dire que ce sont des formes au même sens où, vous savez, on utilise des formes pour faire du fromage. Hein. D'ailleurs, fromage vient de forme. Vous voyez ce que c'est que la forme d'un fromage? C'est-à-dire, en fait, ce sont comme des passoires, enfin, oui, des objets quoi, qui en fait sont percés de trous dans lesquels on met le lait caillé, hein, et qui va durcir et qui va prendre la forme du fromage. Bon, alors la forme, c'est ça, c'est ce qui met en forme l'expérience, ce qui nous permet d'avoir un accès à la réalité, ce sont l'espace et le temps. C'est-à-dire, en d'autres termes, que si vous voulez, je ne peux pas imaginer un événement qui ait lieu hors de l'espace et hors du temps. Quand je me représente un phénomène, un événement, n'importe, hein, eh bien, j'ai la certitude absolue que ce phénomène a lieu à un endroit et à un moment donné du temps. Je ne peux pas imaginer une réalité, enfin plutôt un phénomène en dehors de l'espace et en dehors du temps. Hein. Et donc, ces deux dimensions, l'espace et le temps, sont, pour ainsi dire, un petit peu comme les lunettes qui nous permettent d'avoir accès à la réalité. Hein, c'est-à-dire que sans elles, la réalité, excusez-moi, serait totalement informe et incompréhensible. Et euh, je peux avoir contact avec la réalité, avec ce qui existe, hein, grâce à l'espace et grâce au temps. Donc c'est bien que je mets quelque chose de moi-même dans la perception, hein, et je ne perçois donc pas les choses telles qu'elles sont, mais telles qu'elles sont pour moi. C'est la définition des phénomènes. Je ne perçois pas les choses en elles-mêmes, je perçois les choses telles qu'elles m'apparaissent. C'est-à-dire que ma sensibilité est ainsi faite que je ne peux pas voir les choses autrement qu'à travers l'espace et le temps, et par conséquent, je n'ai pas une connaissance des choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, mais telles qu'elles m'apparaissent à moi. Hein. C'est la distinction classique entre les phénomènes et les choses en soi. Autrement dit, eh bien, notre connaissance sensible est limitée à la connaissance des phénomènes. Donc, est-ce qu'on peut avoir une connaissance au-delà des phénomènes, c'est-à-dire une connaissance de la réalité en elle-même, une connaissance absolue, une connaissance métaphysique, qui ne serait pas simplement une connaissance sensible, c'est-à-dire relative aux conditions de mon expérience, mais connaissance des choses dans leur vérité pure, dans leur vérité absolue, une connaissance totalement a priori. Est-ce qu'une telle chose est possible? Alors, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, hein, dans le grand 2, et on va voir la réponse négative que donne Kant. Hein. La fonction de ces concepts a priori, c'est pas de me faire connaître les choses en soi, mais c'est de mettre de l'ordre dans le divers de l'expérience. Voilà la thèse que Kant va soutenir. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour en parler.